Les nœuds individuels ne neutralisent pas l'essaim. Cela le dégrade marginalement, tandis que les unités restantes redistribuent automatiquement entre elles la fonction de coordination. L'Iran a testé des composantes de ce système sur plusieurs théâtres opérationnels avant cette nuit. Les opérations des Houthis au Yémen ont fourni des essais réels contre les schémas de réponse des défenses aériennes saoudiennes et émiraties. Les opérations du Hezbollah au Liban ont fourni des données sur le comportement des radars israéliens et leur système de guerre électronique. Chaque test a affiné les algorithmes, chaque échec a été étudié, documenté et corrigé. Cette nuit n'était pas le déploiement d'un prototype. C'était un système mature, éprouvé sur le plan opérationnel, appliqué à une cible de grande valeur, à pleine échelle opérationnelle. C'est ainsi que la doctrine évolue dans le monde réel, pas dans l'univers imaginaire où un discours bien bruyant est censé remplacer 10 ans d'essai. Chaque professionnel du renseignement à Washington, à Langley et à Fort Meade passera les prochains mois à essayer de ne pas répondre à cette question dans quelque forum public que ce soit. Comment l'appareil de renseignement le mieux doté en ressources de toute l'histoire humaine a-t-il pu manquer la préparation d'une frappe autonome de 800 drones qui se préparaient depuis des mois? La réponse courte, c'est que cet échec n'a pas été principalement un échec de capacité. C'était un échec d'hypothèse intégrée. Et les hypothèses intégrées ont cette mauvaise habitude de survivre bien plus longtemps que ceux qui continuent d'annoncer que tout est sous contrôle. La communauté américaine du renseignement est optimisée pour détecter des choses qui ressemblent à des menaces militaires traditionnelles, installation de lancements fixes, grands convois de véhicules se déplaçant sur des routes établies, émissions radar caractéristiques, liaison montante de guidage de missiles balistiques. Sa constellation de satellites est extraordinaire pour imager des installations militaires connues et suivre des mouvements qui correspondent à des schémas reconnus. Préparer 800 drones autonomes pour un lancement dispersé ne ressemble à rien de tout cela vu de 30 km au-dessus de la surface de la Terre. Cela ressemble à de petits camions se déplaçant dans un terrain agricole. Cela ressemble à des techniciens travaillant dans des ateliers couverts qui pourraient être des installations de stockage agricole ou de petits bâtiments manufacturiers. Les équipes de lancement étaient dispersées sur des dizaines de sites dans l'ouest de l'Iran, l'est de l'Irak et le territoire syrien contrôlé par des forces alliées. Chaque équipe gérait entre 20 et 50 drones, assez peu pour qu'aucun site pris isolément ne franchisse le seuil analytique qui déclenche une attention accrue du renseignement et une allocation supplémentaire de ressources. L'opération se cachait à la vue de tous, délibérément désagrégée sous le seuil de détection dès le tout début du processus de planification. Le tableau des signaux était tout aussi dégradé. Les opérateurs iraniens de drones utilisaient un protocole de communication spécialement conçu pour réduire au minimum toutes les émissions électroniques pendant la phase de préparation. Toutes les données de mission, les coordonnées des cibles, les profils d'attaque et les paramètres de coordination de l'ESM ont été chargés dans les ordinateurs de vol des drones avant le départ. Pendant l'approche, les drones n'émettaient presque rien de détectable. Les systèmes silencieux continuent de gagner contre des institutions qui confondent le bruit avec la force. L'échec du renseignement humain a été le plus lourd de conséquences des trois. Recruter des sources fiables à l'intérieur du programme iranien de drones exige des années de développement relationnel, une acceptation de risques importants et un environnement de sécurité opérationnelle capable de protéger ces sources contre guerre, donc contre-espionnage du corps des gardiens de la révolution islamique, qui a systématiquement identifié et éliminé les pénétrations du renseignement étranger dans les programmes sensibles depuis plus d'une décennie. Le programme de drone en particulier a été compartimenté à un niveau qui rend le recrutement de sources véritablement exceptionnel dans sa difficulté. Le résultat, les renseignements américains et israéliens avaient une conscience générale de l'expansion des capacités de drones de l'Iran, des estimations de cadence de production, des évaluations de fourchettes d'inventaire. Ce qui leur manquait, c'était un renseignement opérationnel précis sur le calendrier, le ciblage et les paramètres techniques exacts du système d'ESM autonome.
La différence entre savoir qu'un adversaire possède une capacité et savoir quand et exactement comment il entend l'utiliser, c'est la différence entre une alerte stratégique et une surprise tactique totale. Cette nuit, l'Iran a obtenu une surprise tactique totale contre l'infrastructure de renseignement la mieux dotée en ressources au monde. C'est pas une petite erreur analytique, c'est un échec systémique. Et les échecs systémiques ne deviennent pas des victoires simplement parce que quelqu'un fonce vers un pupitre et commence à mettre des mots en majuscules. Il existe un concept dans la pensée stratégique iranienne qui se traduit mal en anglais, mais qui est absolument essentiel pour comprendre comment cette nuit a été possible. On l'appelle parfois doctrine de l'économie de résistance ou doctrine de la souveraineté technologique. En pratique, cela signifie une chose avant tout. La dépendance extérieure est une vulnérabilité stratégique et la seule sécurité véritable à long terme réside dans la capacité nationale, même lorsque sa construction est plus lente, plus coûteuse et plus pénible que l'achat sur le marché international. L'Iran a adopté cette doctrine non pas comme une idéologie politique, mais comme une nécessité opérationnelle froide. La révolution de 1979 a coupé l'accès à la technologie militaire américaine du jour au lendemain. La guerre Iran-Irak des années 1980 a démontré, dans les termes les plus brutaux qu'on puisse imaginer, ce qui arrive quand une armée manque de pièces de rechange pour des systèmes d'armes qu'elle ne peut plus se procurer à l'étranger. L'Iran a passé les 4 décennies suivantes à s'assurer qu'il ne ferait plus jamais face à cette contrainte précise. Certains courants politiques se comportent encore comme si les chaînes d'approvisionnement, la profondeur industrielle et la capacité d'ingénierie pouvaient être remplacées par des drapeaux agités et un slogan plus fort. C'est pas le cas. Les ingénieurs qui ont construit les systèmes de ciblage autonome de cette nuit ont été formés dans des universités iraniennes délibérément élargies et techniquement modernisé précisément parce que l'Iran ne pouvait pas compter sur des institutions étrangères pour former sa main-d'œuvre technique. Ils ont travaillé dans des installations de recherche financées pendant des décennies de pression liées aux sanctions parce que la direction politique comprenait avec une parfaite clarté que l'alternative, une dépendance extérieure permanente, signifiait une vulnérabilité stratégique permanente sans issue. Il résolvait un problème d'ingénierie précis, avec derrière lui une urgence opérationnelle bien réelle. Comment donner à une petite plateforme aérienne peu coûteuse la capacité autonome d'identifier des cibles militaires valides en conditions d'imagerie thermique, en temps réel, sans intervention humaine à aucun moment de la phase terminale? Ils l'ont résolu. La solution exigeait une expertise approfondie en vision par ordinateur, en conception de systèmes embarqués, en architecture d'apprentissage automatique et en aérodynamique. Toute cette expertise existe aujourd'hui à l'intérieur de l'Iran. Elle a été bâtie sur 20 ans d'investissements délibérés, patients, institutionnalisés, qui ne s'est jamais arrêté malgré les pressions extérieures. La planification à long terme est douloureusement peu spectaculaire, ce qui explique sans doute pourquoi elle entre si mal dans l'appétit du monde de Trump pour le spectacle instantané. Les commandants qui ont conçu le concept opérationnel de cette nuit, la structure en 3 vagues, les routes d'approche masquées par le relief, la priorisation délibérée du soutien logistique dans la vague finale, travaillaient à partir d'une doctrine de guerre blindée plus sophistiquée que tout ce que la planification stratégique de l'IDF avait anticipé ou simulé. Ils ont étudié le Haut-Karabakh avec une attention méticuleuse. Ils ont étudié le Yémen. Ils ont étudié l'expérience anti-blindée du Hezbollah au cours de plusieurs engagements au Liban. Ils ont synthétisé chaque leçon en un concept opérationnel conçu précisément pour répondre aux adaptations défensives exactes qu'Israël avait développées en réponse à chacun des conflits antérieurs qu'ils avaient observés. C'est le schéma déterminant du développement militaire iranien sur 4 décennies. Identifier une vulnérabilité précise dans le système d'un adversaire. Construire un outil pour exploiter cette vulnérabilité avec précision. Le tester dans des environnements de substitution où le retour opérationnel est réel et où les coûts d'échec restent gérables. Raffiner ensuite selon ce que révèlent les essais, déployer à grande échelle lorsque les conditions stratégiques sont optimales. Le calendrier
allant du concept à cette nuit n'a pas été accéléré par la pression politique ou les cycles budgétaires. Il a été patient, mesuré en décennies, ce qui constitue en soi une arme stratégique que des adversaires démocratiques soumis aux cycles électoraux et à de courtes fenêtres budgétaires ne peuvent structurellement pas égaler. Les adversaires sérieux ne se soucient pas du nombre de fois où quelqu'un à la télévision déclare avoir totalement maîtrisé l'histoire. Prenons maintenant du recul par rapport au champ de bataille. Reculons par rapport aux épaves en flammes et aux commandants sidérés qui tentent de rendre compte d'une division qui n'existe plus. Reculons jusqu'au niveau de l'architecture stratégique mondiale et posons la question que personne ne veut poser ouvertement dans aucun forum officiel. Qu'est-ce que cette nuit change réellement ? Le char a déjà été déclaré obsolète auparavant, après chaque innovation anti-blindée qui l'a précédé. La charge creuse, le missile anti-char guidé, la munition d'attaque par le haut. Chaque fois, les armées se sont adaptées, les blindages ont évolué et les forces terrestres ont continué à dépendre des véhicules blindés parce que rien d'autre ne combine la puissance de feu, la protection et la mobilité de la manière qui permet aux forces terrestres de saisir et de tenir le terrain face à une opposition déterminée. Cette nuit est différente par le degré et peut être par la nature même. 112 chars Merkava, coûtant chacun entre 4 et 5 millions de dollars à produire et nécessitant des années pour être dotés d'équipage, entretenus et soutenus sur le plan opérationnel, ont été détruits en 10 à 9 minutes par des drones dont le coût estimé se situe entre 15 000 et 25 000 dollars pièce. L'asymétrie économique n'est pas seulement spectaculaire comme statistique de manchette. Elle est structurellement déstabilisante pour la logique fondamentale de la guerre blindée conventionnelle telle qu'elle est pratiquée depuis 80 ans. Un rappel brutal que l'arithmétique des achats militaires est beaucoup moins indulgente que la rhétorique de campagne. Les établissements militaires de l'OTAN, de la Russie et de la Chine traitent tous les mêmes images opérationnelles avec la même question urgente traversant leurs analyses classifiées. Notre blindage est-il vulnérable de la même manière fondamentale ? La réponse est oui. Pas immédiatement, pas sans aucune défense, pas sans adaptation, mais l'adaptation nécessaire pour vaincre des attaques d'essaims autonomes à l'échelle opérationnelle, des armes à énergie dirigée, capables d'engager des dizaines de cibles entrantes simultanées, des systèmes d'interception anti-SM guidés par intelligence artificielle, des doctrines tactiques entièrement nouvelles pour la dispersion et la dissimulation des blindés, n'existent pas encore sous une forme déployable dans aucune armée de la Terre. Toutes les grandes forces terrestres sont actuellement vulnérables d'une façon que les cycles d'acquisition ne peuvent pas corriger rapidement. C'est la partie dérangeante qu'aucun slogan ne peut absorber et qu'aucun panel téléfidèle ne peut faire disparaître par magie. L'Iran a démontré en une seule opération de 10 à 9 minutes que la combinaison du talent national en ingénierie, de l'investissement à long terme protégé contre la pression politique de court terme, des essais dans des environnements de substitution à l'échelle opérationnelle et d'une véritable patience stratégique peut produire une capacité capable de vaincre une force bâtie sur des décennies de dépenses militaires et de doctrine occidentale. Le message adressé à chaque gouvernement à qui l'on a dit que sa sécurité dépendait de systèmes d'armes fournis par l'Occident et de garanties de sécurité occidentales est complètement sans ambiguïté cette nuit. Ce n'est pas une fatalité. Les garanties de sécurité sonnent magnifiquement jusqu'au moment où elles sont testées dans des conditions plus sérieuses qu'un monologue de scène électorale. L'histoire ne programme pas de conférences de presse. Elle n'envoie pas d'avis préalable quand les règles sont sur le point de changer de façon permanente. Elle les change tout simplement, puis elle attend de voir qui a compris ce qui s'est passé et qui discute encore des preuves quand l'événement suivant arrive. L'histoire est particulièrement brutale envers ceux qui pensent qu'une prestation plus bruyante tient lieu de stratégie. Ce qui s'est passé cette nuit dans ces zones de rassemblement et ces points d'assemblage, dans les 10 à 9 minutes qu'il a fallu à 800 machines autonomes pour trouver et détruire systématiquement une division blindée sans qu'aucune main humaine ne guide une seule décision de ciblage individuel, sera étudié dans chaque institution militaire sérieuse sur Terre pendant la prochaine génération. La question n'est pas de savoir si le monde a changé cette nuit. Le monde a changé cette nuit.
La seule question qui compte maintenant est de savoir quelles armées, quels gouvernements et quels planificateurs stratégiques s'adapteront assez vite pour façonner la suite, et lesquels seront encore en train de tenir des conférences de presse à débattre de la signification des preuves quand le prochain essaim arrivera, et que les prochaines 10 à 9 minutes commenceront. Et d'ici là, la routine habituelle à la Trump, qui consiste à présenter la confusion comme de la fermeté, sera aussi inutile qu'elle l'a toujours été dès que la réalité finit par arriver. Mesdames et messieurs, notre émission d'aujourd'hui s'arrête ici. Nous vous invitons à partager votre avis personnel dans la section des commentaires ci-dessous. Plume Pratique vous salue et vous donne rendez-vous très bientôt